Alors, je vais vous présenter les gens qui vont participer à cette première discussion qui est liée à ce qu'on appelle l'écosystème des MOOC. Alors, le mot écosystème, vous savez qu'il est partout aujourd'hui. On va essayer de faire un état des lieux de ce qui se pratique, comment ça marche un MOOC, à quoi ça sert, comment ça s'allume sur un ordinateur, qui est dans l'écran, qui regarde. Il y a 1000 questions à se poser sur un sujet que je trouve très gourmand et je vous sens d'ailleurs prêt à faire le festin. À ma droite, Catherine Mongenet, qui est chargée de mission, chargée à France Université Numérique, de France Université Numérique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Vous étiez chargée de mission de préfiguration, mais là on est dedans, c'est bien ça? Oui, enfin, on continue de finaliser. Mais donc on figure, on préfigure et on y va, quoi. Bon, ok. Thierry Cavaillé. C'est vous. Alors vous êtes directeur général des services Future Skill Manpower Group, donc vous avez du boulot. Alors avec vous, Thierry Cavaillé, on verra quelle est la partie formation continue, formation professionnelle et les horizons que lui ouvrent ces fameux MOOC, Massive Open Online Course. J'ai oublié de le dire, mais enfin, c'est comme Adopi. Personne ne savait dire ce que c'était qu'Adopi, donc je préfère dire que MOOC, c'est Massive Open Online Course. Comme ça, c'est fait. Alors, est-ce que c'est des armes de destruction massive de l'enseignement? C'est une autre question. Thierry Cavaillé, ça y est. Thierry Curial. C'est moi. Vous êtes là, directeur du domaine innovation, culture et éducation du groupe Orange. Bien connu de tous ceux qui ont un téléphone ou pas. Olivier Lénaud, responsable du pôle éducation à la Caisse des dépôts et consignations. Vous êtes là. À ma droite, et puis Yves Laszlo, qui est directeur adjoint de l'école normale supérieure, c'est l'homme qui a traversé la rue. Pierre Dubuc est un praticien du MOOC, il a monté une plateforme de MOOC et il nous parlera de cette pratique. Ça fait combien de temps, Pierre, que vous êtes Ça fait plus de 10 ans que l'on fait avec un associé une plateforme qui s'appelle maintenant Open Classrooms, qui existe depuis 1999 et qui est maintenant une plateforme de MOOC, avec plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. C'est le nom qui a changé? C'est devenu à la mode de dire MOOC plutôt que vidéo pédagogique? Effectivement, le nom a été un peu inventé ces derniers temps et à la mode. C'est un buzzword. Un buzzword. Un buzzword. C'est un mot qui fait le buzz. Un mot qui marche. Voilà. Okay, mais concrètement, ce qui se passe derrière, c'est la publication de cours complets en ligne et surtout ouverts à tous. Donc qui attire pas mal de monde. Et ça, c'est ce type d'objet que l'on fait depuis 1999 sur notre site. Bon, on vous questionnera et on reviendra sur cette pratique-là et sur les aspects techniques, combien ça coûte, comment ça marche. J'ai une première question que je vais poser, je vous la pose à vous et je la pose aussi à Catherine Mongenet. J'ai un souvenir, et on a tous ce souvenir en tête, quand j'étais en CM1, CM2, de temps en temps, certains après-midi, l'enseignant nous emmenait, souvent chez lui d'ailleurs, il avait une télé, il avait une cassette et on regardait l'après-midi des documentaires du CNDP. Les documentaires du CNDP, il y avait une ambiance un peu Speyside, puisqu'on voyait des étangs comme ça, on voyait une caméra qui faisait le point sur l'étang, et puis il y avait une voix qui ressemblait à la voix du ciné-club du dimanche soir, qui disait « La grenouille saute dans l'étang », et d'ailleurs il était déjà question d'écosystème, mais ça n'avait rien à voir avec celui des MOOC. Quelle est la différence entre ces documentaires du CNDP qu'on regardait à la télé, Catherine Mongenet, et ce que les MOOC nous préparent? Alors, il me semble que... C'est allumé? Ça marche? Ok. Un MOOC, c'est vraiment un objet qui est construit par un enseignant ou une équipe pédagogique et qui apporte un ensemble de contenus et d'activités pédagogiques aux apprenants. On utilise d'ailleurs le terme apprenant parce que le public qui s'inscrit au MOOC est un public très divers. Vous et moi et vos voisins, vos petits-enfants, pour ceux qui sont plus âgés, peuvent s'inscrire à un MOOC. Donc pardon de vous couper, mais comme on ne peut pas dire élève, voilà, parce que ça supposerait une inscription, comme on ne peut pas dire étudiant, parce que si ça se trouve, il y a des auditeurs totalement libres, on dit apprenant. Oui, enfin je ne sais pas, c'est en tout cas ce que beaucoup de Français disent pour traduire la diversité des publics qui s'inscrivent à un MOOC et qui suivent un MOOC. Bon, je continue mon enquête sur le buzzword. Pourquoi MOOC et pas vidéo éducative et pas documentaire éducatif? Pourquoi MOOC est arrivé si vite et pourquoi il s'est installé si vite dans le wording ou la prise de parole des spécialistes que vous êtes tous?
Alors, déjà, il me semble que ce qu'il faut comprendre, c'est ce que c'est qu'un MOOC. Un MOOC, ça n'est pas juste un ensemble de vidéos, c'est une véritable construction pédagogique qui embarque à la fois des vidéos, des questionnaires en ligne, du travail entre étudiants, entre apprenants, du travail coopératif, de l'évaluation entre pairs potentiellement, des relations interactives virtuelles à travers les plateformes avec l'équipe pédagogique. C'est vraiment conçu comme un tout pédagogique et pas juste comme, pour reprendre votre idée de tout à l'heure, des vidéos de cours qu'on met sur YouTube. On n'est pas en train de dire un prof a fait un cours, il s'est filmé au fond d'un écran et pour donner de la visibilité à cet objet, on le met sur Internet pour que les internautes puissent le voir. On est en train de construire un objet en tant que tel qui est pensé avec un scénario pédagogique, avec des modalités d'apprentissage et, au-delà de la scénarisation, le suivi du parcours des apprenants qui vont s'inscrire à ce MOOC. Pierre Dubuc, c'est entre les premières vidéos que vous avez mises en ligne en 99 et aujourd'hui, est-ce que le support, est-ce que le contenu a changé ? Alors déjà en 99, on ne faisait pas de vidéo, parce que de la vidéo sur le web en 99, ça n'existait tout simplement pas, il n'y avait pas assez de bandes passantes en fait. Donc à l'époque, c'était surtout du texte en fait, puis des images, puis des exercices, puis des relations asynchrones type forum, etc., etc. Donc ça s'est construit de manière progressive avec les usages aussi du web. Donc maintenant, c'est de plus en plus mobile. On s'aperçoit que l'on fait des classes virtuelles, donc des moments où on est en visioconférence entre le prof et les élèves. On voit des personnes de toutes les nationalités dans le monde. On voit des personnes qui sont sur un iPad, une autre qui est sur un smartphone, une autre qui est au bureau, une autre qui est à la maison, des personnes de tous âges. Et c'est ça qui évolue au fur et à mesure. Je pense que l'usage aussi des technologies de l'information fait qu'on a une population équipée et prête à sauter le pas. Et donc maintenant, on peut avoir toutes les générations qui apprennent sur un cours, sur un MOOC. Alors, un autre point, c'est qui fait quoi aujourd'hui ? Qui a osé le premier ? J'ai envie de vous poser la question à vous, Yves Laszlo. Vous avez un iPad sur les genoux. Qui fait quoi dans ce domaine des MOOC ? Quel est l'état des lieux ? Quelles sont les organisations, les institutions, les universités qui ont déjà commencé et quel est l'état de l'art, si j'ose dire ? Alors, d'abord, qui fait quoi ? On fait ce qu'on peut. Non, mais je pense que c'est très important. C'est vraiment dans la philosophie de l'école. On pense que c'est quelque chose d'important et on expérimente. Donc, nous, on est là pour expérimenter, on apprend et on va être mobile. On va avoir des retours d'expérience. On a prononcé le mot interactivité. Il y a la question des retours des étudiants vers notre propre action qui est très importante. Donc ça, c'est une première chose, ce n'est pas un savoir immobile, c'est vraiment quelque chose de très mobile, et ça, c'est vraiment un point de vue. Et en particulier, il y aura des points réguliers pour savoir est-ce qu'on continue, on ne continue pas, on s'adapte, on bouge, etc. Alors, qui fait quoi ? Évidemment, le phénomène massif. Alors peut-être on pourra revenir sur qu'est-ce que ça veut dire massif, hein, parce qu'en français, c'est peut-être pas la bonne traduction massif de massive, hein, il faut faire attention. C'est beaucoup développé sur la côte est et la côte ouest des États-Unis, hein, comme on sait. De grandes universités européennes se sont lancées avec succès. Je pense qu'on ne peut pas ne pas citer le PFL, qui a été, je pense, pionnier un peu dans cette aventure, avec qui on discute beaucoup. Et c'est un aspect très important, c'est la coopération entre universités du monde entier. Hein. C'est quelque chose où il y a beaucoup de partage d'expériences. En France, il y a eu un certain retard au démarrage des universités françaises, dont l'École normale fait partie. On n'est pas les pionniers de cette aventure. On pense que c'est important, donc on se lance. Donc actuellement, un certain nombre de grandes universités, c'est toujours un exercice difficile, parce que si on en cite quelques-unes et qu'on en oublie une, on va se faire des ennemis. Mais disons mais avoir une idée, par exemple, de ce qui se fait, qu'est-ce qui est mis en ligne, d'une certaine façon. Vous citiez des universités américaines, quelques universités européennes. Qu'est-ce qu'elle propose ? Alors, justement, le point, quand on dit MOOC, on a un mot unique pour une réalité multiple. Si vous allez dans une plateforme outre-Atlantique très célèbre et très bien par ailleurs, vous allez trouver un MOOC sur comment élever son chien.
c'est pas tout à fait la conception des MOOC de l'école. Donc je pense que la question du contenu, et c'est ça qu'on devrait mettre d'abord en avant plutôt que la vidéo, le forum, etc., c'est le contenu. Il y a d'abord le contenu, avant tout le contenu. Et c'est pour ça que Mme Mongenet a précisé, je tiens à cette idée, il y a des institutions académiques professionnelles qui ont réfléchi, qui ont des expériences. Nous, les MOOC sont basés sur des expériences plusieurs années de cours en amphithéâtre présentiel. Hein. Je ne pense pas que ça soit la mort du présentiel, le MOOC, bien au contraire. Et on va se lancer vers une nouvelle forme de diffusion de quelque chose qu'on sait faire par une grande expérience et un grand retour. Alors on est bon, on n'est pas bon, on verra après. Mais disons, on est basé sur une expérience. Donc on est là sur du savoir de nature académique et pour diffuser avec un contenu nouveau et vers des publics nouveaux. C'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été abordé. Bon, il y a des publics, effectivement, on a cité mon petit-fils, des gens des laboratoires. Hein, il y a la question des interfaces qui est une question clé en recherche. Donc la question de se cultiver sur un sujet qui est juste à côté. Hein. Adamar disait penser à côté, donc ça permet de penser à côté. On n'a pas forcément le temps. Il y a des formats qui permettent, en ayant peu de temps, d'apprendre des choses importantes. Et puis, il y a des publics qui ont un accès au savoir difficile. On a beaucoup parlé de la question de la démocratisation du savoir, notamment outre-Atlantique, mais c'est un sujet qui est très pertinent en France. Hein. On a un problème de démocratisation du savoir. On a évidemment beaucoup parlé de l'Afrique, qui est un enjeu important. Donc, il y a un moyen de diffuser, j'espère, des contenus de qualité avec des formats différents, une interactivité à des publics différents. Voilà. Donc on s'ouvre à d'autres publics et c'est le positionnement de l'école normale. L'école normale a un positionnement qui est d'ouvrir ses cours vers l'extérieur. Ça ne va pas influencer sur sa propre pédagogie, pour des raisons que je pourrais détailler mais qui ne sont peut-être pas le sujet ici. Et donc on va s'ouvrir vers l'extérieur pour diffuser effectivement du savoir. Thierry Curial, alors vous êtes directeur du domaine innovation, culture et éducation du groupe Orange. Qu'est-ce que vous avez observé dans ce domaine-là ? Qu'est-ce qui vous a frappé l'œil, l'oreille ? Est-ce qu'il y a déjà des cours très connus ou des professeurs très connus ou dont les enseignements sont fameux et qui s'appellent MOOC ? Je suis obligé de parler dans le micro ? D'accord. 1, 2, voilà. D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec les interventions là, au sujet de la définition d'un MOOC, bien entendu. Un MOOC, les 3 ingrédients principaux d'un MOOC, si on parle cuisine, hein, c'est des contenus, des activités et des échanges réticulaires. Et j'insiste en particulier là-dessus, pour la simple et bonne raison qu'on pourrait se poser la question de savoir pourquoi Orange s'intéresse au monde de l'e-éducation. Il n'est pas légitime sur le papier pour le faire, c'est sûr. Mais en revanche, si on regarde ce 3e ingrédient, donc les échanges réticulaires, on débouche inévitablement sur une équation qui est e-learning plus réseaux sociaux égale social learning. Et ça, c'est très important parce que Orange étudie depuis leur avènement les réseaux sociaux et mesure l'importance aujourd'hui du développement d'un savoir dit empirique à côté d'un savoir dit académique. Et qu'aujourd'hui, cette scission entre les deux est de moins en moins possible grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de l'éducation, mais pas que, j'ai envie de rajouter de l'éducation et de la formation, car s'il y a une dichotomie entre l'académisme et l'empirisme, il y a aussi une dichotomie entre la formation initiale et la formation continue qui n'a probablement plus beaucoup de sens aujourd'hui, et on aura de moins en moins à cause de l'obsolescence extrêmement rapide des savoirs, des connaissances et, j'ai envie de rajouter, des compétences. Donc on substitue à cette vision dichotomique le concept de formation tout au long de la vie. On passe finalement beaucoup plus de temps en entreprise à développer des compétences dont les savoirs sont une partie, puisque je rappelle que les compétences, c'est savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir-faire-faire. Donc on a un peu trop isolé le domaine des savoirs. Aujourd'hui, tout ça est remis en cause. Bon, excusez-moi, c'était juste pour dire que je suis d'accord avec ces interlocuteurs et je voulais juste rajouter l'importance qu'impliquent aujourd'hui les échanges réticulaires dans les MOOC. Et d'ailleurs, il y a 2 grandes tendances qui mettent en tension le système d'acteurs. Il y a le copier-coller de ce qui se passe en amphi, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que le monde est devenu un amphithéâtre. On les appelle plutôt les dits transmissifs.
Et puis, de l'autre côté, il y a l'approche dite connectiviste qui postule que dans une communauté d'apprenants, les savoirs, les connaissances et les compétences préexistent et qu'il suffit de jouer un rôle de mailloticien pour les révéler en stimulant finalement les interactions des apprenants entre eux. Et je suis absolument d'accord avec ce vocable, apprenant, bien entendu, mais ça a de fortes implications, puisque finalement, ces deux modèles, transmissifs et connectivistes, mettent en évidence deux paradigmes. Le paradigme du cours, d'un côté, avec un sachant vers des soi-disant ignorants, en mode, disent les Américains, one to many, et puis le mode connectiviste, où on est plutôt sur le paradigme du parcours, plus que du cours, avec des pédagogues d'un côté, plus que des enseignants, et des apprenants de l'autre, et avec une logique de dite, pour reprendre encore les Américains, many to many, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'apprentissage par les pairs. Donc moi je crois que l'enjeu des MOOC, il est là, il est dans ce changement de paradigme entre le cours d'un côté et sa forme normative classique, et le parcours de l'autre, où finalement tous les jeux sont possibles dans les processus d'apprentissage. C'était juste un complément autour du social learning. Les acteurs, oui, les acteurs. États-Unis, c'est sûr, Europe aussi, et Asie. Aux États-Unis, le premier, c'est Coursera. 5 millions d'inscrits, la moitié sont actifs, 64 millions de dollars de levée en 3 fois en même pas 1 an et demi, 500 MOOC en ligne et 1 million, un peu plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires sur de la certification payante à ce jour. Facebook, décembre 2004, décembre 2005, 2 millions d'inscrits, on n'avait jamais vu ça. Coursera, juin 2012, juin 2013, 3,2 millions d'inscrits. 1,2 million de plus que Facebook. C'est pour vous dire à quel point c'est un phénomène assez remarquable en termes d'intérêt que portent les MOOC. À côté de ça, il y a edX, parce que Coursera, c'est une entreprise qui veut faire des profits. Et donc, elle est dans le M. Le M dans toutes ses dimensions. Massification du nombre d'inscrits, massification du nombre de MOOC dans le catalogue, massification de la levée de fonds. Ils cherchent à quoi? Ils cherchent à être rachetés par un des Big Five américains, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, etc. Ils cherchent ça, en fait. À côté de ça, il y a edX, et on peut reconnaître là le choix du ministère pour une plateforme qui n'est pas du tout full profit, mais qui est non-profit, c'est-à-dire qui est une association, un consortium, mais qui n'a pas vocation à faire du fric, comme on pourrait dire. Une plateforme américaine, donc. À côté de ça, il y a aussi Udemy et Udacity aux US. Ça, c'est pour les US. En Europe, il y a les Anglais avec FutureLearn, très belle plateforme. Il y a Iversity en Allemagne, une petite start-up. À côté d'Iversity en Allemagne, il y a OpenCourseWorld. Ça, c'est une entreprise qui vendait des softwares et qui s'est mise sur des MOOC et qui a aujourd'hui un catalogue conséquent en Europe. En Espagne, il y a OpenMOOC, il y a MyriadAX et il y a l'UNED, l'Union des universités pour l'enseignement à distance. Et il y a Fun, aujourd'hui avec edX. Et à partir de Q1 2014, il y aura la plateforme Orange, donc une plateforme de MOOC, mais j'ai envie de dire une plateforme de nouveaux dispositifs numériques d'apprentissage, les MOOC n'étant qu'une modalité de ces nouveaux dispositifs. Donc voilà les principaux acteurs. En Asie, il y a Taobao, il y a etc., etc. Il y en a plein, mais en fait ces plateformes, elles datent d'à peu près 10 ans, et elles sont plus orientées e-learning que social learning. Alors que celles que je viens de citer sont plus du côté du social learning, c'est-à-dire l'intégration dans le e-learning d'une certaine horizontalisation des échanges face à la verticalisation qu'implique le paradigme actuel. Et ça, c'est un changement majeur qui signe l'avènement du social learning. Thierry Cavaillé, alors vous chez Manpower, vous suivez, j'imagine, ces choses-là, du point de vue, j'imagine, de la formation professionnelle et continue. Est-ce que vous faites le même constat? Vous avez des éléments pour le compléter? On a le sentiment quand même que c'est des expérimentés de la formation
qui sont allés sur ce marché et que les universités sont à côté. Est-ce qu'il y a des... Alors, il faut savoir que le monde des entreprises se débat déjà avec la génération N-1 qui est le e-learning. Et si vous voulez, le temps des entreprises et l'arrêté d'entreprise, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le e-learning, qui a à peu près une trentaine d'années déjà, les premiers modules e-learning sortis dans les années 80, il faut savoir que 30 ans après, si vous voulez former un collaborateur sur une base e-learning, vous n'êtes pas remboursé. C'est-à-dire que la dépense n'est pas imputable au titre du plan de formation si vous formez sur du e-learning seul. Alors vous allez me dire, on commence tout de suite à parler d'argent. Oui, c'est le monde de l'entreprise où effectivement, à partir du moment où vous avez un plan de formation qui est imputable, eh bien, les actions de formation doivent être couvertes par ce plan. Or, le e-learning, si vous voulez former un collaborateur sur du e-learning seul, ça n'est pas imputable. Donc, évidemment, les entreprises ont développé des solutions qu'on appelle donc des solutions mixtes avec des formations présentielles et des modules e-learning pour répondre à la fois à des objectifs pédagogiques et à la fois à ces contraintes financières. Ça, c'est le premier élément. Donc, le MOOC, en tant que tel, sur la partie technologie, n'amène rien de particulièrement nouveau. C'est-à-dire que quand on prend tous les composants d'un MOOC, les technologies existent depuis déjà des années, vous l'avez très bien décrit. Il y a le phénomène réseaux sociaux entre-temps quand même. Oui, sauf que les réseaux sociaux ont été déjà mis en avant sur des plateformes d'apprentissage entreprise avec la gestion des communautés, avec des communautés d'apprenants qui partageaient des métiers. Donc, dans le monde de l'entreprise, bien évidemment, l'effet de volume mis à part, c'est quelque chose qui existe déjà. Sur des communautés de managers qui sont dans différents pays, qui sont amenés à réfléchir sur un même sujet. Donc le social learning est quelque chose qui n'est pas très diffusé, mais qui existe déjà. Par contre, et puis ça c'est le premier point. Deuxième élément, il faut savoir que le monde de la formation continue, c'est un monde qui pour plus de la moitié est un monde de formation métier. Alors qu'est-ce que des formations métiers ? Des formations métiers, c'est par exemple, vous voulez être chauffeur routier, vous devez apprendre à conduire un camion. Vous voulez travailler dans un entrepôt logistique, vous devez apprendre à manipuler un chariot élévateur. Et pour tous ces métiers, et il y en a beaucoup, vous devez avoir des certificats, des capacités. Et il est très difficile d'imaginer à ce stade que ces métiers-là, on les appelle au travers d'une solution MOOC, indépendamment des populations qui sont concernées par cette action de formation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend la réalité du monde de la formation dans l'entreprise, la plupart des actions de formation sont faites à destination de populations qui sont sur des métiers manuels, où l'apprentissage manuel reste la base même de la capacité à réaliser la tâche et donc à créer de la valeur au bénéfice des sociétés dans lesquelles sont ces personnes. Et donc on voit là sur ces deux illustrations que la notion de MOOC est vue encore avec un peu de distance de la part des entreprises. On n'est pas encore dans une réalité. Pour autant, est-ce que les MOOC ne vont pas impacter l'entreprise ? Je suis convaincu que si, mais peut-être pas là où on l'attend. Et peut-être à son insu même. Alors, à son insu, je ne sais pas, je vais rebondir dessus. Il est possible que les MOOC influencent les entreprises beaucoup plus sur leur façon de recruter que sur leur façon de former. Parce que, mais ce n'est pas l'objet de la question que vous avez posée, mais c'est vrai que le fait de suivre un MOOC suppose une personnalité et une capacité à apprendre qui n'est pas commune à l'ensemble des personnes qui suivent des formations professionnelles. Et donc, c'est des éléments de différenciation. Et il y a des enjeux, faisons confiance aux entreprises pour identifier, qui vont probablement ou qui peuvent ne pas être celles qu'on identifie spontanément quand on parle de MOOC. Olivier Lénaud, les responsables du pôle e-éducation à la Caisse des dépôts et consignations, ça consiste en quoi ? Ça consiste déjà à appartenir à la direction du réseau de la Caisse des dépôts, puisqu'on a un maillage dans toutes les grandes régions de France, et de suivre dans cette direction du réseau tous les investissements possibles dans la e-éducation, primaire, secondaire, supérieure, qu'on va rassembler aussi dans le sens de la formation tout au long de la vie. Et suivre dans la e-éducation, c'est regarder tout ce qu'il y a d'innovant dans l'éducation pour permettre la réussite étudiante, l'employabilité de tous les étudiants au sens large, et développer aussi des objectifs de politique publique que de permettre un accès au plus grand nombre à l'enseignement supérieur, permettre à des populations défavorisées qui ne peuvent pas se payer d'études d'accéder à des contenus d'enseignement, etc. etc. Donc ces innovations d'aujourd'hui, ce buzzword de MOOC nous intéresse au plus haut point. Et c'est pour ça qu'on travaille aux côtés du ministère dans les réflexions liées à la construction de France Université Numérique, et puis se poser des questions d'argent aussi, pour construire essayer de tenter de trouver un modèle économique
de la pédagogie numérique. On va parler d'argent tout à l'heure. Simplement, puisque vous êtes sur si vous avez un point de vue sur ce qui se fait en France, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant dans ce domaine? Quels cours vous aviez identifiés? Quels apprenants vous avez pu croiser? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors déjà, nous, on n'a évidemment pas de jugement à porter sur la qualité de ce qu'on voit, puisque c'est du ressort des établissements d'enseignement supérieur. Et la Caisse des dépôts n'est pas auditeur ou accréditeur de la qualité de telle ou telle formation. Ce n'est pas du tout notre rôle. Ce qu'on voit, et c'est, je dirais, le phénomène depuis 1 an ou 1 an et demi, c'est la mobilisation de la communauté enseignante. Puisqu'on a eu beaucoup de terrain, on intervient dans beaucoup d'endroits. Là, avec Catherine Mongenet, depuis le mois de juin, on a pu solliciter une petite quinzaine d'établissements. Là où le e-learning, les nouvelles technologies, le numérique était du ressort des spécialistes du système d'information, des geeks et des technos. Là, on voit énormément d'enseignants-chercheurs qui se disent pourquoi pas moi, c'est pas si révolutionnaire que ça. Je comprends comment ça marche, je vois ce que ça peut m'apporter dans ma réflexion pédagogique. Je vois et j'entends aussi la demande de mes étudiants, de mes publics au sens large. Chiche, j'y vais, je veux en être. Et je trouve que depuis 2 ans, c'est un sentiment, une sensation très visible. Catherine Mongenet, vous confirmez? Oui, je confirme. Si vous voulez, quand on a lancé le projet France Université Numérique réellement au mois de mai, les premiers établissements sont venus vers nous en nous sollicitant sur la question « Nous avons envie de construire des MOOC, nous voulons mobiliser notre énergie, nos moyens à la fois humains et financiers à la production de MOOC et la question de savoir où est-ce qu'on va héberger ces MOOC se pose. Et la première réponse qu'a apportée France Université Numérique, c'est de proposer effectivement aux établissements, dans un délai relativement court, puisqu'on a démarré à la mi-juin et la plateforme a ouvert, si ça ne vous a pas échappé, le 28 octobre dernier, une plateforme pour héberger les MOOC des établissements d'enseignement supérieur français qui le souhaitaient. Je veux juste revenir sur cette question parce que M. Curial en a parlé. Nous avons fait le choix, avec la communauté des experts français, je vois dans la salle quelques-uns d'entre eux qui ont participé aux discussions, de prendre la technologie OpenEDX. C'est donc une technologie, comme son nom l'indique, est une technologie open source, un code qui a été fabriqué effectivement par un consortium d'établissements américains, en particulier MIT et Harvard, mais ces établissements ont décidé de mettre ce code en open source, ce qui a permis à la France et aux acteurs public avec qui on a travaillé, de prendre ce code et de l'installer relativement rapidement. Si nous nous sommes lancés dans cette initiative, c'est bien parce que, comme le disait Olivier, un certain nombre d'établissements nous sollicitaient pour proposer une plateforme mutualisée. Parce qu'on sait bien aujourd'hui que la technologie, c'est un sujet, ce n'est pas le premier sujet. Le premier sujet, comme le disait Yves, c'est évidemment de produire des contenus et de rencontrer un public intéressé par ces contenus. Mais néanmoins, si chaque établissement d'enseignement supérieur, 80 universités et un certain nombre d'écoles veulent se lancer dans une initiative de MOOC et se mettent à installer leur propre plateforme, on voit bien que c'est un coût et une efficacité absolument épouvantablement mauvaise. Donc l'idée de mutualiser une infrastructure pour que les établissements d'enseignement supérieur, et plus particulièrement les enseignants, se consacrent sur leur cœur de métier, qui est produire du savoir, produire des contenus et former à travers ces nouveaux outils que sont les MOOC des individus intéressés, leurs étudiants, mais d'autres, ça paraissait être l'évidence. Je vais vous poser une question atroce, pardonnez-moi, parce que moi je suis béotien. Quelle est la valeur ajoutée d'une plateforme comme celle-ci par rapport à une chaîne YouTube? Pardon. Une chaîne YouTube. Alors, je crois que ce qu'il faut redire, c'est que un MOOC, ça n'est pas une vidéo filmée un jour quelque part qu'on met sur YouTube. C'est vraiment une construction pédagogique qui est pensée avec un objectif, avec une équipe pédagogique, avec des contenus qui sont construits, avec un scénario pédagogique, et l'ensemble des outils et des activités qu'on met autour constituent cet objet pédagogique qui est un MOOC. Vous avez une vidéo que vous avez filmée de vos dernières vacances, vous avez une vidéo qui a été filmée dans une conférence, vous décidez de la mettre sur YouTube. Voilà, c'est un objet qui vit sa vie. On est dans une construction de MOOC sur une équipe pédagogique qui a
pris une initiative de nature pédagogique pour construire un contenu qui est pensé, structuré, scénarisé, organisé à des fins de transmission du savoir et de pédagogie. Ça, c'est le cours, c'est le module pédagogique. La plateforme, elle va apporter quoi ? La plateforme, elle héberge la technologie qui rend ça possible. L'hébergement des vidéos, l'installation des questionnaires de type QCM, la possibilité de définir des espaces sociaux pour que les apprenants puissent travailler, des espaces d'interaction via la plateforme pour que les enseignants et les apprenants puissent interagir, des possibilités d'évaluation entre pairs, parce que dans ces MOOC, le nombre d'apprenants est important et donc la possibilité de développer de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux apprenants entre eux de travailler, voire de faire de l'évaluation de leur travail, c'est une fonctionnalité qui est importante. Et donc, si vous voulez, la plateforme, c'est l'outil qui permet d'apporter cet ensemble de fonctionnalités de manière à ce que et l'équipe pédagogique et les internautes qui s'inscrivent au MOOC aient, à travers cette plateforme, l'ensemble des outils dont ils ont besoin. Alors, Catherine a dit quelque chose d'important, c'est les internautes qui s'inscrivent. Rien que là, il y a 18 questions. Qui s'inscrit? Qui est la cible? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire? Est-ce que vous avez un contrôle là-dessus? Je vous pose la question à tous les 6. Moi, je voudrais juste rebondir sur l'intervention de Catherine Mongelet. Oui, c'est vrai. Il est contre les micros, mais c'est votre droit. C'est votre droit de vouloir échapper au dispositif. Allez-y, lâchez-vous. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Catherine Mongelet, parce qu'en réalité, Orange a bien compris, je crois, les enjeux aujourd'hui et annonce très clairement que c'est la technique qui est au service de la pédagogie et pas l'inverse. Ce n'est pas la pédagogie qui doit s'adapter à la technique. C'était sans doute le cas avec de vieilles plateformes que vous connaissez mieux que moi, sans doute, hein, pour ne citer que Moodle, par exemple, ou Sakai, ou Cross Knowledge, ou Mind on Site, qui sont des plateformes dites de e-learning, où la technique est fortement contraignante pour les équipes pédagogiques. Je crois que ce qui fait la grande différence aujourd'hui avec ces plateformes dites de social learning, et j'aimerais ajouter un mot sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que justement, la révolution, elle n'est pas technologique. C'est hyper simple de faire une plateforme de MOOC. La révolution, elle est pédagogique, c'est-à-dire de donner les moyens aux équipes pédagogiques d'avoir à disposition un périmètre fonctionnel leur permettant de faire vivre le social learning. Voilà. Et alors, à ce sujet, je considère que le MOOC n'est qu'une... Et je dis je parce que c'est un peu mon avis, mais, et je l'assume pleinement, mais le MOOC n'est un dispositif parmi d'autres. Pour moi, le MOOC, c'est un objet à géométrie et finalité variable. C'est une innovation pédagogique qui peut avoir des répercussions, bien entendu, dans le monde académique, mais aussi dans le monde non académique. Pour vous donner un exemple, moi je suis en contact avec des boîtes de recrutement, pour alimenter ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, qui souhaitent faire une exclusivité avec Orange, qui ont constaté que dans les 5 ans qui viennent, la filière banque-assurance accusera un vide en termes d'effectifs. Il va y avoir beaucoup de départs à la retraite. Ils veulent utiliser le MOOC comme un moyen de faire du recrutement massif. Ils veulent le faire en exclusivité avec Orange en 2014. Je suis pareil en contact avec le ministère de la Défense qui souhaite faire avec Orange un MOOC sur la cybersécurité, ou avec l'Institut national de l'énergie solaire pour faire un MOOC sur la question des économies d'énergie et de l'environnement. Donc des sujets extrêmement populaires, pas forcément académiques, qui touchent tout un chacun, qui touchent le citoyen, et où ces innovations pédagogiques vont être utiles pour, concernant les entreprises, échanger selon de nouvelles modalités avec leur environnement. Le MOOC, c'est une nouvelle manière de discuter avec son environnement. Et de ce point de vue-là, pour terminer, Orange, en 2014, sortira non seulement une plateforme de MOOC, donc une plateforme qui rend possible des innovations pédagogiques, mais sortira aussi un MOOC sur la question du numérique en 10 thèmes majeurs concernant des usages citoyens qui feront l'objet de 3 badges de compétences concernant cette question. Donc Orange vous aussi donner l'exemple pour dire que le MOOC est un objet à finalité et géométrie variable. Yves Laszlo,
Catherine Mongenet disait, bon, bah, les internautes s'inscrivent sur cette plateforme, bon, ils suivent, il y a une offre pédagogique, tout cela est coordonné. Est-ce qu'on sait qui s'inscrit et qui regarde? Parce qu'il ne suffit pas d'être dans une politique d'offre et de dire, voilà, c'est un cours qui va vous parler d'énergie solaire ou de je ne sais quoi d'autre. Derrière l'écran, vous avez, c'est ouvert. C'est un peu comme une université populaire d'un philosophe connu que je ne nommerai pas. Il fait une université populaire, il ouvre son amphi, vient qui veut. Ça pose d'autres types de problèmes, Yves. Ça pose tout à fait des problèmes. Moi, je ne sais pas. C'est ouvert, d'accord ? Donc tout le monde peut s'inscrire. Et la régulation va se faire via le forum et le retour d'expérience, c'est le côté interactif. Et donc c'est un peu le défi, est-ce qu'on va savoir s'adapter au public ? Le deuxième point, c'est que je n'ai aucune idée de savoir si les MOOC vont être une révolution. J'en sais absolument rien. C'est pour ça que j'insiste sur le caractère expérimental. Ce que je pense, c'est que c'est quelque chose d'important et que ça pourrait l'être. Et que du coup, les institutions d'enseignement supérieur ont besoin de réfléchir à ça et de se lancer pour faire l'expérience. Maintenant, je suis un peu moins positif que les autres interlocuteurs. Qu'est-ce que ce sera dans 5 ans ? J'en sais rien. On verra. Peut-être que ça sera retombé. Je ne sais pas. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour l'instant, dans l'offre de MOOC qu'on voit, on voit beaucoup de MOOC introductifs, vraisemblablement parce qu'on vise du massif, et que donc, si vous voulez avoir du massif, vous avez beaucoup de cours introductifs. Pour moi, un des défis va être de savoir, alors c'est aussi à cause du positionnement de l'école normale, qui fait plutôt du cours après la licence, c'est de savoir si l'offre va pouvoir être une offre cohérente et qui va pouvoir apporter, au-delà du cours introductif, des cours de savoir plus avancés, et donc avoir des MOOC qui seront peut-être moins massifs, avec l'ordre de grandeur, on entend souvent 50 000 inscrits, parce qu'en général, il faut un facteur 10% à la fin. Donc 50 000 inscrits, 100 000 inscrits, on voit des choses floues. Est-ce qu'on arrivera à faire des MOOC pertinents avec un niveau pertinent sur des savoirs avancés, peut-être avec 1000 inscrits, 500 inscrits, etc. Et ça fait du sens aussi là-dedans. Maintenant, pour répondre précisément à la question, non, je ne sais pas comment ça s'inscrit. Non, je ne peux pas faire de censure. Je pense que c'est important d'avoir formation continue, d'apporter des professeurs de classe préparatoire, par exemple, en France, pour un enjeu français. On a parlé de personnes en Afrique en accès difficile au savoir. On a parlé de gens dans les laboratoires qui veulent apprendre à côté. D'étudiants, tout simplement, qui veulent. On a un public très divers. Je pense qu'il faut garder cette diversité et que ça va se réguler par le niveau du cours et que c'est au niveau de la régulation via l'interactivité qu'on va contrôler ce qu'on offre. Et ce qu'il faut, c'est pas tellement savoir ce qu'il y a derrière, c'est d'avoir une offre cohérente qui satisfait un public qui va se construire. Et je voudrais, pour finir, dire qu'il y a quand même des enjeux qui se posent, c'est que le format des MOOC pose beaucoup de questions. C'est pour ça que je dis qu'actuellement, je ne sais pas si ça va être une révolution, etc. Parce que les MOOC sont des séances de vidéos courtes, 10, 12 minutes grand maximum. Ça pose des questions de concentration, ça pose des questions d'apprentissage dans la durée, ça pose des questions d'évaluation. Ça pose des questions de maîtrise du savoir. C'est Monique qui avait commencé par cet aspect-là. Il y a un problème de compétence, il y a un problème de validation. Un MOOC n'est pas un Wikimook. Moi, je suis en train de parler de MOOC académique et universitaire. On a aussi une philosophie de Wikimook. Je ne suis pas du tout dans une philosophie de Wikimook. Vous pouvez préciser ce que c'est qu'un Wikimook ? Alors, je ne sais pas si c'est un terme consacré, mais le MOOC collaboratif. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé, mis au même niveau. On a dit, bah oui, maintenant, l'ère de dispenser un savoir, c'est terminé. Finalement, tout le monde... C'est-à-dire qu'on va expliquer au prof ce qu'il doit nous dire. Quoi. Voilà, tout est dans tout et réciproquement. Le savoir est uniformément partagé. C'est quasiment cartésien. On remonte à le bon sens, c'est la chose la mieux partagée, d'accord, mais peut-être pas le savoir. À un moment, il y a un savoir qui est connu, il y a un savoir qui est validé, il y a un savoir, il y a des processus, il y a un savoir adossé à la recherche, à des laboratoires, à des expériences. Et le MOOC ne change pas ça. Je pense qu'il ne change pas ça. Ce qui change, c'est le retour massif du savoir et c'est aussi peut-être la possibilité de dispenser des savoirs à des publics qui n'y auraient pas accès ou difficilement accès. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas mélanger quand même ces sujets. Sur la population des MOOC, si on regarde qui va sur les MOOC, grosso modo, pour répondre à votre question, parce que vous l'avez posée 3 fois, alors c'est à peu près, c'est vraiment, prenez ça avec des pincettes, parce que comme je suis d'accord que tout ça va être extrêmement expérimental, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais c'est intéressant en soi. Plus de la moitié sont des cadres et professions libérales, quand on regarde l'ensemble des MOOC aujourd'hui. Son bac plus 5, et ce sont plutôt des hommes dans un rapport entre 60-40 et 70-30.
et ils ont plutôt entre 20 et 40 ans, avec un pic autour de 30-35. Ils sont plutôt sans enfants. Voilà, grosso modo, c'est le profil du MOOCeur aujourd'hui. Donc ce sont des gens qui sont déjà formés, la formation allant à ceux qui sont déjà formés, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle je suis sensible quand j'entends parler de pays à fort besoin de formation ou d'éducation, comme les pays de l'Afrique francophone, par exemple. Et pour dire un mot sur est-ce que c'est expérimental, qu'est-ce que ça va devenir, j'ai envie de dire que chacun est d'accord pour dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont une sorte de troisième transformation civilisationnelle majeure après l'écriture et l'imprimerie. Mais on n'a pas cessé de parler quand on s'est mis à écrire. On n'a pas cessé d'écrire quand on s'est mis à imprimer. Et aujourd'hui, on ne cessera pas ni de parler, ni d'écrire, ni d'imprimer, sous prétexte qu'on suit un cours en ligne. Donc, tout ça fonctionne par empilement successif. Il n'y a pas substitution de l'un à l'autre. Je voudrais savoir combien ça coûtait et comment ça va s'organiser. Pierre Dubuc, je vais demander quel est le modèle économique aujourd'hui. On imagine des acteurs de la formation professionnelle engagés sur le coup, les ex-e-learning se ripollinant en MOOCeur fou, les universités. Non, mais c'est la question. Combien ça coûte de mettre en place un MOOC? Il faut un prof, il faut regarder les vidéastes, regarder des débauches de moyens pour nous filmer avec des micros, des machins. Il faut un décor derrière. Et si le prof veut faire apparaître une image, enfin, c'est énorme, quoi. Ça coûte beaucoup plus cher que de mettre un type dans un amphi avec ses dicos et puis son charisme. S'il en a. Ou une femme. Si elle en a. Ça coûte effectivement très cher. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les coûts du MOOC sont beaucoup dans les frais fixes au démarrage, c'est-à-dire créer les vidéos, créer le scénario. Et ensuite, il y a des frais variables pour dérouler le MOOC. Mais c'est un système qui monte à l'échelle. Ça veut dire que si on a 1000 personnes, c'est très très cher par élève. Si on a 1 million de personnes qui suivent le même cours, ça commence à être financièrement intéressant. Alors, donc pour l'instant, ça coûte très cher. Pierre, je vous coupe, parce que si vous avez 1 million de personnes qui suivent un MOOC qui est mis en ligne gratuitement par une institution publique et toute philanthropique, vous allez le financer avec quoi ? Elles sont 1 million à regarder, ça coûte de la bande passante. Ils sont 1 million à regarder, c'est formidable pour le prof, génial, il peut montrer les muscles. Moi, j'ai 1 million de divisions, c'est super. Qui va payer ? Alors, pour être très concret, sur la création d'un MOOC, d'un objet MOOC tel qu'on le voit actuellement, on chiffre ça entre 20 et 60 000 euros. Les Américains peuvent monter jusqu'à 100 000 $. Ça peut être quand même assez cher. Donc un objet MOOC, voilà, c'est quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement qui comprend le temps du prof, de l'équipe enseignante, et la production vidéo aussi, du personnel, ingénieur son, du montage vidéo, le matériel, le studio, les ingénieries pédagogiques, etc. etc. Ça veut dire qu'il y aura, pardon de vous couper, mais ça veut dire qu'il va y avoir ce qui relève du MOOC payant, dans le cadre d'études payantes, et puis il y aura des MOOC gratuits. Comment on va financer ça ? Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, parce que le MOOC, la notion de MOOC payant, peut-être qu'on perd l'aspect massif et open. C'est-à-dire que si c'est... Moi, sur mon site, actuellement, si je me fais payer ne serait-ce qu'un seul euro, un euro symbolique à chaque étudiant, c'est une barrière à l'entrée qui est énormissime. Pourquoi ? Parce que pour le faire, il faut que je donne mon nom, mon prénom, mon adresse, mon numéro de carte de crédit, j'ai pas mon portefeuille, machin. Au final, je clique pas. Alors que là, actuellement, je m'inscris sur le site, c'est-à-dire je donne un email et un mot de passe, comme sur n'importe quel service web, je clique, je suis inscrit, je rentre dans l'amphithéâtre, quoi, virtuellement. Donc le fait de payer même 1 euro est une énorme barrière à l'entrée sur l'aspect d'usage, d'ouverture et de massif. Donc nous, on est plutôt fervents défenseurs d'un accès au savoir gratuit à la base. Après, comment on gagne de l'argent avec ? Parce que ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Pub ou pas pub ? Alors, pub, nous, on ne pense pas que ça soit le meilleur modèle économique pour gagner de l'argent avec ça. Il y a plusieurs modèles. Il n'y a personne qui a la solution à vous servir sur un plateau en disant c'est ça qui va marcher, etc. Tout le monde est en phase d'expérimentation, comme le rappelle Yves.
Il y a le premier modèle qui ressort, c'est la certification payante. C'est-à-dire, je suis le cours jusqu'au bout, c'est entièrement gratuit. Par contre, pour avoir le papier qui me dit « vous avez bien réussi le cours, vous avez acquis telle ou telle compétence, tel ou tel savoir », ça, c'est payant. Et ça coûte entre 50 et 100 $, 100 $, 50, 100 € pour avoir ce papier qui est un certificat de marque. C'est quoi un certificat de marque? C'est un certificat qui n'est pas du tout diplômant, mais qui a la valeur du logo de la marque qui certifie. C'est-à-dire, c'est le modèle des pires boîtes à bac. En oui. plus petit. On peut voir ça comme ça. En réalité, ça s'est construit avec des universités américaines prestigieuses du type Harvard qui donne un certificat Harvard X, qui a une sous-marque d'Harvard pour dire c'est Harvard mais numérique. Il y a un problème actuellement sur les MOOC, sur 99,9% des MOOC qui aboutissent donc à un certificat de marque, c'est qu'en fait on ne sait pas vraiment qui est derrière l'écran. Il nous dit que c'est Pierre Dubuc, mais en fait on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce que c'est un comédien? Est-ce que c'est un comédien? On ne sait pas du tout. Donc moi, aujourd'hui, je peux aller suivre un cours d'Harvard en disant que je m'appelle François Hollande. Et j'aurai un certificat à la fin sous ce nom-là. Donc on ne sait pas encore comment identifier réellement la personne. On a mis en place des mécaniques, mais on voit que la prochaine étape, si on veut aller vers de la diplomation à peut-être long terme, c'est au moins de savoir qui est derrière l'écran, parce que si on commence à envoyer des diplômes et on ne sait pas vraiment à qui on les envoie, c'est problématique. Donc mon premier modèle économique, c'est les certificats payants. Il y a un deuxième modèle économique, c'est le fait de proposer des services et des fonctionnalités autour du MOOC, type tutorat personnalisé, type fonctionnalité avancée, accès à des ressources complémentaires qui, elles, peuvent être payantes, accès à des livres papier ou à des e-books, etc. Et ça peut être sur un modèle payant. L'aspect publicitaire, vous l'avez souligné, il y a quelques plateformes qui partent sur cet axe, pourquoi pas. Et un dernier accès qui est celui du recrutement. Où là on va essayer en fait d'exploiter les données générées par les plateformes de MOOC et les mettre en face les meilleurs apprenants avec les recruteurs. Le recruteur cherche quelqu'un qui cherche 1000 personnes dans la banque. Voilà. On a un MOOC sur le secteur bancaire, on a 10 000 personnes qui l'ont suivi. Les 100 premiers, on va leur proposer un poste chez JP Morgan. Alors ça, c'est pas très grave dans le cadre du recrutement, parce la première phase, ça va être de demander au candidat, à l'apprenant qui devient candidat, est-ce que tu veux que je te mette en relation avec AXA parce qu'ils sont potentiellement intéressés par ton profil. Soit le type dit non, dans ce cas-là il ne se passe rien, soit il dit oui, et dans ce cas-là on rentre dans un processus de recrutement classique où le recruteur va prendre contact, attache avec la personne et va faire un entretien classique. Voilà. Le sponsoring de cours aussi. Oui, bien sûr. Mais moi j'ai une question très précise là-dessus que je vais poser à Thierry Cavaillet. Thierry Cavaillet, là on est aux frontières de l'enseignement et du recrutement et même de la communication de recrutement, puisque vous avez posé cette question, c'est-à-dire qu'on risque où on va vers des process de recrutement où on va inciter des populations en recherche d'emploi à regarder des programmes qui concerneront des marques, des entreprises qui disent qu'il fait bon travailler chez elles ou qu'elles ont des métiers formidables. Et à ce moment-là, on est où? Est-ce qu'on est dans un process de recrutement? Est-ce qu'on est dans de la publicité vis-à-vis de cibles qui espèrent un emploi? Est-ce qu'on est dans la formation? Moi, je ne sais plus où je suis là. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans ce qui est à l'origine un MOOC. Ouais. Ça c'est sûr. Ça, en tout cas, je ne pourrais pas dire aujourd'hui exactement où on va être. Si on refait sans refaire l'histoire, mais si on regarde, on voit que les technologies nous ont toujours amenés vers une destination qu'on n'avait pas envisagée au départ. Internet, aujourd'hui, a un usage qui n'a rien à voir avec celui pour lequel le réseau a été conçu. Et c'est vrai avec beaucoup de technologies.
Alors, sans pour autant dire que les technologies ont été dévoyées, puisque ça serait apporter un jugement de valeur sur les technologies. Mais ce qui est sûr, c'est que si on se dit, bon, les MOOC, c'est une super opportunité pour les entreprises. Vous avez déjà compris que je mets quelques, si ce n'est des réserves, en tout cas, il y a quelques obstacles réels. Et il faut bien savoir qu'il faut se garder du MOOC qui deviendrait un outil de sélection des populations les mieux formées. Puisque, comme il a été dit, et c'est vrai, c'est que suivre un MOOC, suivre un parcours de MOOC suppose d'avoir une capacité d'apprentissage seule, donc une automotivation, une capacité à suivre un programme sur plusieurs semaines, à passer d'examens, à assimiler, à être à l'aise avec les outils. Je peux vous assurer que ce que je viens de dire là est quelque chose qui ne correspond pas à la majorité des populations qui aujourd'hui et des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, si aujourd'hui on se disait le MOOC est un outil absolu d'apprentissage de masse et qui va permettre de régler des grands problèmes de société tels que le chômage, la réponse est clairement non. Puisque les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté d'emploi et en recherche d'emploi sont des personnes qui n'ont pas forcément, pour un grand nombre, la capacité à apprendre ou à suivre au travers d'un MOOC. Donc le MOOC ne peut pas être une réponse aux problèmes, à des problèmes de société tels que le chômage. Ça, c'est déjà un point qui est clair. Deuxième élément, donc, on voit qu'il y a un risque d'exclusion. Parce que si je considère que finalement, après avoir suivi un MOOC, on va prendre le monde de la finance, parce que pour le coup, on est à peu près sûr que là, toutes les personnes qui postulent ont la capacité à. Donc, mais si je retiens que les 100 premiers, par exemple, je présente que les 100 premiers, en dehors de, effectivement, quel est réellement l'apprenant qui est derrière l'écran et qui fait son parcours. Mais 100 premiers dans l'ordre d'arrivée. Voilà, mais 100 premiers dans quoi? Dans la rapidité d'arrivée, le fait d'avoir réussi dès le premier coup toutes les questions au quiz ou au test de validation, sur quels critères? Il y a plein d'éléments qui sont... et puis, c'est faire fi de ce qu'est le potentiel d'une personne qui ne se résume pas juste à sa capacité d'apprentissage. Même si c'est vrai qu'en France, on demande toujours à quelqu'un, après 25 ans d'expérience, quel est votre diplôme initial, ce qui est juste quand même assez amusant. Donc c'est vrai qu'à la base, on pourrait dire, on a un socle qui est plutôt prédisposé pour les MOOC. Je pense que dans l'entreprise, le risque, et vous l'avez évoqué, c'est qu'effectivement, on peut se servir des MOOC pour d'autres raisons que celles qui étaient initialement envisagées et qui n'ont rien à voir avec la pédagogie. On peut avoir, de même que sur Facebook, le risque d'identité, de vol d'identité ou de définition de profil a été découvert a posteriori. On peut très bien avoir sur le MOOC la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez, imaginez, vous suivez un MOOC, on va savoir quelle est votre assiduité, quel temps vous mettez à tourner les pages, oui. Combien de temps vous mettez à répondre aux questions, quels sont les niveaux d'erreur que vous faites, est-ce que vous êtes présent, pas présent. Je vous assure qu'avec des informations comme ça, vous arrivez à faire un profil d'une personne. Et à partir de ce profil, à extrapoler des conclusions, j'ai bien extrapolé. Ou à identifier un cancre. Ou à identifier... Mais c'est pire que ça, parce que est-ce que c'est vraiment le cancre que je vais identifier? Je ne sais pas. Et c'est là le danger. C'est vraiment là le danger. Or, les entreprises aujourd'hui ont un problème, c'est que face au chômage, face à l'afflux des CV, elles sont à la recherche de tous les filtres qui vont permettre d'identifier les bonnes personnes et les bons profils. C'est pour ça que les job boards, par exemple, sont tellement utilisés, parce que ça fait un tri initial sur des critères qui sont tous les mêmes. Donc on peut même s'interroger sur la richesse du tri initial, mais ça fait un tri initial. Et le risque, il y a un vrai risque de perdre une richesse humaine en cours de route. Olivier Leno, pardon. Olivier Leno, sur l'aspect modèle économique, la Caisse des dépôts, vous connaissez quand même la dimension économique et des financements. Comment est-ce que vous observez, vous, en matière d'initiative sur les MOOC, se financent? Quels sont les modèles? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? Même si on est encore dans le domaine expérimental, qu'est-ce que vous observez? Alors c'est vrai qu'on est en train de le construire, ce modèle économique. On s'est appuyé sur ce qui se passait en France, mais on a regardé évidemment tout ce qui a été dit sur l'international avec des universités d'autres pays. Il y a quelques hypothèses de recettes. Parce que c'est vrai que l'aspect, on parle de quelque chose de gratuit, et ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut financer cette gratuité. Je pense à nos amis australiens qui explorent, sont en train d'explorer une piste. Ils font un MOOC, leur MOOC d'une université australienne en tant que produit d'appel pour aller séduire des lycéens ou d'autres étudiants qui pourraient rentrer dans leur cursus. Donc on a un MOOC d'introduction. Et en bas du MOOC, à la fin de la certification, on a la publicité pour la licence qui est délivrée dans cet établissement. Et là, on peut aller cliquer puis arriver dans l'explication du processus d'inscription. Donc générer
un nouveau flux d'étudiants qui s'inscrivent physiquement dans leur université, c'est une source de recettes. Donc on ne va pas regarder les recettes marchandes, stricto sensu, sonnantes et trébuchantes, publicité, certification, tutorat. Évidemment, c'est important, mais on va regarder toutes les externalités positives de ce que peut apporter un MOOC. Alors, j'entends tous les dangers que vous pointez et les risques, mais c'est dans les externalités positives aussi, on va regarder avec un certain degré de confiance aussi ce qui est capable de faire l'enseignant-chercheur. C'est-à-dire que là où, oui, l'enseignant-chercheur peut détecter les meilleurs selon quel algorithme, quel mode de contrôle absolu. Mais j'ai envie de dire, à contrario, pour un enseignant en première année de licence qui est face à un amphi de 500 personnes, là, enfin, il peut avoir, grâce à des outils numériques, des moyens de détecter les décrocheurs, ceux qui ne comprennent rien, ceux qui ne sont pas à leur place, et leur apporter des réponses au travers de nouveaux outils. Donc, dans le fond, c'est des outils pour une rénovation de sa pédagogie plutôt que des outils de sélection plus ou moins risqués. Sur le financement. Alors, le financement, ce qu'on regarde aujourd'hui, l'essentiel des coûts pour la conception d'un MOOC sont des coûts ressources humaines, des enseignants-chercheurs et des équipes soutien et support. Dans un coût de construction d'un MOOC, je vous fais des chiffres très grossiers, puisque les résultats de notre étude, on les donnera en début 2014 avec Catherine Longenet, quand on va diffuser tous ces résultats pour les établissements. J'ai envie de dire moitié-moitié. Moitié le coût de l'enseignant ou de l'équipe pédagogique, puisque ce n'est pas un enseignant seul qui va construire toute sa pédagogie, et puis l'autre moitié d'équipes de soutien, de support, d'ingénierie pédagogique, de tournage, de métier, de l'audiovisuel, mais pas tant que ça, à vrai dire, dans l'audiovisuel strict. Une question aussi, est-ce qu'on parle en vidéo enregistrée ou est-ce qu'on parle en streaming, c'est-à-dire en cours en direct? C'est une distinction qu'on n'a pas faite, mais qu'on pourrait faire. On est plutôt en vidéo enregistrée de format court, vous le disiez tout à l'heure, 10-12 minutes, une moyenne qui sont, elles, amortissables. Ce que vous disiez, Pierre. C'est-à-dire que la vidéo enregistrée, quand elle est figée sur, par exemple, la guerre de 100 ans, imaginons un MOOC de 10 heures sur la guerre de 100 ans. Okay, il dit ça ne changera pas, ce sera la guerre de 100 ans, c'est toujours pareil, pas de mise à jour, on sait qui a gagné, qui a perdu, terminé. Mais sur un cours à géométrie variable, avec des domaines de connaissances qui et encore, j'ai envie de dire, sur la guerre de 100 ans, je ne suis même pas d'accord, rien n'est figé. On ne sait pas qui a gagné. Rien n'est figé dans l'enseignement. Pour tout vous dire, quelle que soit la discipline qu'on va regarder dans un modèle économique, on applique ce qu'on a appelé un taux de jouvence. C'est-à-dire que chaque année, l'équipe enseignante qui a conçu le cours, que ce soit sur la guerre de 100 ans ou même un cours sur le théorème de Pythagore, je suis sûr qu'il y a des choses à actualiser, corriger, améliorer, tenant compte de ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, où on va s'apercevoir que 12% des étudiants ont tous décroché à la 14e minute, ou ont raté à hauteur de 18% la question 4 du QCM. Il va falloir réadapter. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire d'un cours, pouf, ça fait 10 ans qu'on l'a amorti, c'est une vache à lait. Non, un cours n'est jamais un objet figé. Donc il y a un taux de jouvence qu'on va appliquer. Je crois qu'on a pris une hypothèse de 20%, 20% annuel. C'est joli, taux de jouvence d'un cours. C'est pas mal. Hein. Moi, je pensais que c'était le taux de jeunes qui assistaient au cours, mais pas du tout. Oui, allez, encore, oui. Toujours, allez. Est-ce que c'est passionnant? Micro. Tout ça est très passionnant, alors ça me donne envie d'intervenir, je suis désolé, je veux pas... Mais il faut avoir envie. Oui, vous allez faire un bon mooker, vous, je sens. J'aimerais bien. Voilà, je sens sur la question du numérique, voilà, bon, on verra. Mais en tout cas, oui, je confirme, ça coûte entre 60 et 100. Et en effet, ce sont essentiellement des coûts humains d'ingénierie pédagogique, pour faire très simple. Parce que ces nouveaux dispositifs, on peut en dire ce qu'on veut, mais ils sont quand même un peu innovants et ça nécessite quand même de se pencher sur la question de la scénarisation pédagogique, et je suis 100% d'accord avec vous. Et ça demande un peu de matière grise. Donc, ouais. À côté de ça, il y a en effet des coûts variables. C'est très simple, ça c'est des coûts de plateforme, c'est-à-dire des coûts d'hébergement et de bande passante. Et alors, pour ce qui concerne l'hébergement et la bande passante, en effet, il y a trois natures. Hein. Il y a le téléchargement d'une vidéo. Donc, on fait passer ça dans le tuyau, ça coûte. Elle est stockée, on la fait passer dans le tuyau, on la charge sur sa machine. Là, il y a le streaming, c'est-à-dire que je ne la télécharge pas, mais je la regarde. Et puis, il y a le live, c'est-à-dire on se donne un rendez-vous. Je pensais à ça, oui. Et donc, voilà, pour être très
très clair. Il y a donc 2 grands postes de coûts, ingénierie pédagogique, scénarisation pédagogique, hébergement de bande passante. Et dans l'hébergement de passante, il y a 3 natures de consultation, un téléchargement, streaming et live. Voilà, c'est juste pour clarifier tout ça. Merci pour ce Ensuite, point sur les learning analytics, excusez-moi, je vais être rapide. Je suis plutôt d'accord avec vous, il y a des externalités positives majeures dans tout ça. Permettez-moi de ne pas avoir cette vision un peu trop négative des learning analytics. Nous sommes peut-être dans un changement de paradigme. À quoi servent les learning analytics sinon à identifier des nouveaux patterns de comportement en ligne dans ces nouveaux processus d'apprentissage? C'est fondamental. Attention, vous dites on pourra identifier des profils. Attention, Orange s'y engage. Tout cela est anonymisé. Il n'y a pas une personne en face du tracking d'activité. C'est j'ai envie de dire, une adresse IP ou un code. C'est anonymisé. Il faut faire attention avec le débat actuel autour de la NSA. On n'est pas là pour écouter, sélectionner. C'est pas du darwinisme numérique, tout ça. On doit analyser ce qui se passe en réalité dans l'activité des gens pour comprendre ces nouveaux patterns. Et par ailleurs, il y a des externalités positives majeures dans le monde du présentiel. Je voudrais juste dire une chose sur cet aspect-là. On est en train de réaliser ce que réalise la télévision tous les jours, c'est-à-dire que sur certains cours, dans un scénario catastrophe, on pourra voir la courbe d'audience des élèves, enfin des apprenants, varier en fonction de la dimension passionnante ou chiantissime du prof, et on aura des courbes d'audimat comme ça. Enfin, c'est un cauchemar. Je pense que c'est un aspect majeur, parce que quand même, le danger de toute cette histoire, c'est de tomber dans le TF1 par rapport à Arte. Eh ouais. Donc ça, je crois que c'est quand même une des trappes. Donc la réussite, comment on mesure la réussite d'un cours? Et là, quand je parle d'expérience, on est en train de réfléchir à ça, je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas sûr que le nombre d'inscrits soit une bonne mesure. Je ne suis pas sûr que le taux de gens qui iront jusqu'à la certification, s'il y en a une, soit une bonne mesure. Et c'est une vraie question. Et je pense que ça, c'est un des premiers dangers. Je vois ça comme une aventure passionnante, sinon on ne s'y serait pas lancé. Mais il y a quand même des trappes dans lesquelles il ne faut pas tomber. Le deuxième danger, c'est effectivement cet aspect jouvence. Il pourrait avoir un danger d'appauvrissement de l'offre. Parce qu'actuellement, la multiplicité des établissements d'enseignement supérieur fait que vous avez plusieurs points de vue sur la carte de 100 ans, par exemple. L'histoire, ce n'est pas figé. L'histoire, c'est une discipline qui s'appuie sur la recherche. Je suis désolé pour les historiens, j'ai donné un mauvais exemple. Non, mais je pense que c'est intéressant. Il n'y avait que des mauvais exemples à donner, de toute façon. Et le danger, effectivement, c'est qu'on identifie certains cours sur tel sujet, on fasse un peu d'audimat, et finalement, ça devienne le cours comme ça. Il y a eu quelque chose dans l'histoire de la musique qui s'est passé comme ça, avec les suites pour violoncelle de Bach, que plus personne voulait enregistrer après Casals. Alors, la version de Casals, c'est magnifique, mais par exemple, Tortelier a mis très très longtemps à en enregistrer. C'est très dommage. Et je pense que c'est un des aspects, et il va falloir garder de la diversité là-dedans. La question du renouvellement est très importante, et c'est un des enjeux. Et actuellement, moi, je n'ai pas de réponse. Je sais que j'y réfléchis, mais je n'ai pas de réponse. Il y a la question du placement de produits dans un cours. Non, mais si on va jusqu'au bout, on peut imaginer un prof qui parlerait devant un papier peint derrière lequel seraient imprimées des marques, exactement comme Laurent Blanc quand il était capitaine de l'équipe de France. Il y aurait des trucs, des objets sponsorisés dans le cours, et on parlerait de la guerre de 100 ans avec des Rolex au... Enfin, Coursera y est bientôt. Coursera y est bientôt. C'est-à-dire Coursera, prenez le micro, là. Excusez-moi, mais Coursera, c'est l'exemple type de l'entreprise full profit qui se déclare comme telle et qui finalement reproduit du star system avec des enseignants qui, à l'inverse de ce que vous prônez, la diversité, monopoliseraient une audience de 100 000 personnes dans le monde. Alors en effet, à la fin, il ne reste plus que 5%. Donc c'est un peu le star system dans le monde de l'éducation. Yves. Je crains qu'on mélange deux choses. Quand vous aviez parlé des acteurs du MOOC, on a cité beaucoup de plateformes. Les plateformes, pour moi, ce sont des imprimeurs. Si vous demandiez des acteurs de la littérature, il ne viendrait pas à l'idée de citer tel ou tel imprimeur. D'accord ? Un imprimeur, c'est fondamental, c'est important. Fun répond à une question fondamentale, c'est la question de l'autonomie française et européenne, l'indépendance.
Donc c'est très important. Mais ce n'est pas des acteurs. Les acteurs, c'est les établissements d'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs qui sont dedans. Ça, c'est le premier point. Dans ces plateformes, il y a des plateformes privées, il y a des plateformes publiques, il y a des non-profit plateformes. Enfin, il ne faut pas diaboliser outre mesure. Je ne crois pas que Orange soit réputé comme étant une entreprise philanthropique. Coursera va faire du profit peut-être un jour, ils ne savent pas encore comment. Vous savez, Harvard a peut-être en tête de gagner un peu d'argent. En termes de retour image, le retour image là-dedans est très très difficile à chiffrer, il est très important. Donc je pense que ce serait dommage. Il y a de la diversité dans le système va stabiliser, c'est très bien comme ça. Il y a des plateformes qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont apparaître, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas diaboliser. Et je pense qu'il faut faire attention à avant tout se focaliser sur le contenu et peut-être un peu moins sur le contenant, même si le contenant a de l'importance. Je voudrais donner la parole à Catherine, mais vous vouliez... C'était rapide? Allez-y. C'était rapide simplement pour dire que l'une des caractéristiques du monde de la formation professionnelle, parce que finalement la réponse qui a été faite, et je m'y inscris parfaitement, on parle de pédagogie et de monde universitaire. Je ne discute absolument pas, je ne suis pas du tout en mesure de discuter. Et quand on parle d'effets positifs, bien sûr, dans le monde de l'entreprise, ce qu'on appelle les MOOC, ça existe depuis de nombreuses années. Nous sommes éditeurs je prends le mot, d'une vieille plateforme LMS, alors qui n'est pas Cross-Knowledge, mais qui est une plateforme LMS sur laquelle chaque année, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui se suivent, qui se forment, donc qui suivent des formations à distance, doublées de formations présentielles. Bon. Et ce qui caractérise toutes ces personnes, c'est que ce sont des personnes qui sont rattachées à une entreprise, donc il n'y a pas de problème d'identification, puisque toutes les personnes sont connues. Donc, je crois que... ce n'est pas une vision négative du MOOC, c'est simplement, in fine, qui va payer? Ou bien on considère que c'est de la recherche fondamentale en pédagogie et que ça a effectivement un impact technologique et pédagogique et donc c'est financé sur fonds publics. Et dans ce cas-là, c'est effectivement une recherche fondamentale. Ou bien, in fine, on va se tourner vers les entreprises en espérant trouver un marché qui va alimenter, qui va financer ces MOOC. Là, est-ce que c'est révolutionnaire? La réponse est clairement non. Puisque les entreprises financent au travers d'universités d'entreprise qui, la plupart du temps, sont des universités digitales, financent déjà du développement de contenu électronique, financent des conférences qui sont enregistrées, filmées, qui sont complétées d'exercices. Enfin, tout ce dont on parle existe dans le cadre des universités d'entreprise. Nous l'avons au sein de Manpower, mais toutes les grands groupes ont des universités d'entreprise digitales. Donc on n'est pas dans l'innovation quand on est dans le monde de l'entreprise. L'innovation, elle est plutôt du côté universitaire. L'innovation, elle est vraiment du côté universitaire. Et là, je rejoins tout ce qui est dit, et j'abonde parfaitement. Donc, simplement, j'ai la vision, qu'est-ce qui peut avoir de la valeur pour une entreprise? Ce qui peut avoir de la valeur pour une entreprise, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 20, 30, 40 chargés de recrutement qui font du tri de CV. En général, c'est beaucoup moins que ça. Est-ce que demain, je peux pas en avoir 10 ou moins, et parce que j'ai un système automatique qui me permet de faire une sélection a priori, etc. Ça, c'est des sujets qui sont déjà... et le monde de l'entreprise amène à ce type de réflexion. Je reste cantonné sur le monde de l'entreprise. Catherine, qu'est-ce qui arrive sur la plateforme? Qu'est-ce que vous voyez arriver sur la plateforme qui a été lancée? Alors, nous avons donc lancé cette plateforme le 28 octobre. À ce jour, 10 établissements d'enseignement supérieur français ont mis des MOOC sur cette plateforme. On a dépassé hier la balle des 30 000 inscrits. Donc, vous voyez, ça fait 10 jours que c'est ouvert. Donc, qu'est-ce qu'on peut suivre comme cours? Alors, il y a sur la plateforme 25 MOOC qui sont ouverts aux inscriptions. Des MOOC plutôt niveau licence pour certains. Quelques MOOC plutôt niveau master. Celui de l'ENS celui de... Polytechnique. Et en est l'exemple le plus marquant. Nous avons également un MOOC qui est plutôt destiné à de la vulgarisation scientifique, qui est construit à partir d'un ensemble de productions fabriquées depuis quelques années par un ensemble d'universitaires français autour de l'initiative Uniciel. Il y a une série de MOOC, une dizaine d'établissements, 25 MOOC. J'ai peur que si je cite les établissements, que j'en oublie un, évidemment, je sois taxée d'intolérance, de racisme, oui, je ne sais de pas. Fascisme. Alors, ce serait du fascisme. Juste pour dire que en matière de discipline,
Il y a à la fois des MOOC dans le domaine des sciences humaines, un MOOC de philosophie qui a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Alors quoi? Qui? Mais dites-nous. Qui sont inscrits? Mais non, mais qui est le prof? Qui sont les inscrits? Le thème du... Vous Vous voulez pas parler du travail de vos collègues? bien sûr que Bah si. alors, Donc, donnez des noms. Le MOOC de philosophie est porté par l'Université de Nanterre. Il y a un MOOC en histoire, vous parliez d'histoire tout à l'heure, autour de la guerre de 14-18, qui est également porté par les collègues de Nanterre. Pardon? Qui est fini elle aussi. Mais on n'a pas fini d'enseigner. Il y a une série de MOOC de l'Institut Mintelecom, plutôt sur des sujets technologiques. Il y a 2 MOOC de Sciences Po. Aidez-moi parce que si j'en oublie. Le CNAM. Alors, le CNAM a plusieurs MOOC, dont un MOOC autour des problématiques de management qui a un succès très très élevé en termes d'inscription, puisque vous avez bien compris que pour l'instant, les internautes s'inscrivent au MOOC. Ces MOOC vont démarrer en janvier, février. Est-ce que les internautes voient tout au long de la durée du MOOC qui participe? C'est-à-dire, est-ce qu'ils savent qui sont les autres internautes? Ah ben oui. Si on veut draguer dans l'amphi ou tout simplement savoir combien on est dans l'amphi virtuel? Oui. Combien on est? Oui. C'est-à-dire qu'ils voient la courbe de fréquentation du MOOC auquel ils participent? Ah non. Les internautes ne voient pas la courbe de fréquentation, mais ils savent qui participe au MOOC, puisque s'il y a des activités, un forum où chacun peut s'inscrire, s'il y a des activités entre pairs qui sont organisées sur le MOOC, fatalement, les internautes savent qui sont les autres inscrits. Sur le suivi de l'activité et de la présence des internautes sur le MOOC, seule l'équipe pédagogique y a accès. Bien. Tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. On a un quart d'heure de questions, parce que Je voudrais juste... Vous avez une question? Oui, non. Oui, j'ai une question. Oui. J'ai une question pour le public. Ouais. Je critique l'approche de Coursera, oui, je l'assume pleinement, parce que c'est full profit. Et j'en profite pour dire que Orange a un positionnement à la fois social, sociétal et économique sur cette question de l'éducation et de la formation. Je vous donne plusieurs exemples. Bibliothèques sans frontières, c'est une ONG qui travaille avec la Khan Academy. La Fondation Orange vient de la financer à hauteur de 320 kg. Là, c'est de la Français. pub. Là, Non, je défends... J'appelle une pub. Non, c'est pas de la pub. Je défends il y a des pubs intéressantes, mais je le dis. Je défends une vision, et c'est possible à la fin. Ça suffit, le tout économique ou le tout social. Une approche sociale, sociétale et économique. Retroussons les manches de la chemise, c'est possible. La Fondation Orange, 320 kg pour cette bibliothèque sans frontières qui travaille avec la Khan Academy. Français langues étrangères, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Les élèves font toute leur scolarité en marocain. Quand ils arrivent à l'université, les profs sont formés en France, ils parlent le français, ils ne comprennent rien à ce qui se passe en amphi. Français langue étrangère, on soutient l'université de Tunis pour aider les jeunes arrivants étudiants à se remettre à niveau en français parce qu'ils ne comprennent rien, 100 kg. On a des expérimentations de formation via des terminaux mobiles au Mali, au Cameroun, au Niger, avec reconstitution de l'énergie des batteries via des pôles avec des plaques photovoltaïques, parce que le problème, c'est le réseau en Afrique. C'est le réseau et c'est aussi l'énergie. Donc, vous faites des trucs super. Il est possible d'être à la fois dans une dimension économique et sociale, sociétale, à la condition que la dimension économique vienne nous permettre de pérenniser la dimension sociale et sociétale. Yves Lasso, et après on prend des questions et on fait la révolution. Je sens que c'est un sujet révolutionnaire. Non, je voulais juste dire, donc nous on est là parce qu'effectivement on s'est lancé dans les MOOC, donc je voulais faire mon petit couplet publicitaire aussi. Allez, donc on lance 3 MOOC. Donnez-nous envie de les regarder déjà. On lance 3 MOOC, donc un sujet qui n'a pas été discuté, celui de la langue, qui est pourtant assez intéressant. Donc un MOOC donné en anglais, qui est un cours de physique statistique donné par Werner Kraut, et 2 MOOC en français. Donc j'ai essayé de vendre Flow à Catherine, formation en ligne ouverte à tous, qui me semble mieux que Clom, mais bon. Donc, un en philosophie, sur la philosophie contemporaine française donnée par Marc Répon et Frédéric Worms, et un en mathématiques sur la théorie de Galois, qui est donné par Olivier Debar et votre serviteur. C'est dit. Allez, 5 minutes de questions, parce qu'on a des intervenants qui doivent partir pile poil à 16h30. Quelqu'un a une question, une bonne? Monsieur.
Ma question pose sur les retours possibles au sein même de vos établissements. Là, vous avez beaucoup parlé de toucher des nouveaux publics. Est-ce que vous réfléchissez déjà à des sortes de retours sur investissement en mixant ce que vous produisez sur des enseignements qui ont déjà lieu ou sur des groupes qui existent déjà? Yves Laszlo, très vite. Alors, micro. Premièrement, nous, on est tourné vers l'extérieur, donc les MOOC n'influent pas sur ce qu'on fait à l'intérieur, donc la question du mix. Alors, il y a quand même un mix, c'est-à-dire que les gens qui ont fait des MOOC sur un cours ont déjà fait pendant plusieurs années des enseignants présentiels, ont écrit ou des gros polis ou des bouquins. Donc, c'est assis sur une expérience passée qui est très importante parce que c'est un tel renversement et un tel bouleversement dans la façon dont on l'enseigne que le fond, il faut y avoir réfléchi avant. Donc, on a refusé de faire des MOOC complètement nouveaux à cause de ça. Donc, on est basé sur une expérience et ça, c'est très important. Deuxième question. Monsieur. Bonjour. Je rentre de Stanford et Harvard. Et c'est une question ou c'est un témoignage? Non, non, mais j'ai ma question derrière. Non, je vois arriver le témoignage à 15 km. Donc, il faut que ce soit une question, on est pressé, on a des super contraintes. Donc, en fait, ils me faisaient part de leur retour déceptif et qui voulaient investir des nouveaux territoires sur le digital, donc que sont l'interactivité avec des tablettes et des choses comme ça. Est-ce que l'avenir du numérique dans l'enseignement, c'est pas au-delà des MOOC, des formats comme les tablettes, toutes ces choses-là? Pierre Dubuc, allez, vite, très vite. Réponse oui, non. Le mot-clé, c'est classe inversée. Je pense que la classe inversée, la pédagogie inversée, c'est aussi quelque chose qui se branche plutôt bien à la fin des MOOC, ce qui permet de faire, pour simplifier, le cours magistral via les MOOC et les exercices et le tutorat et l'accompagnement en classe. Donc c'est quelque chose que justement Harvard veut mettre en place, expérimenter ce qu'on appelle les... Gardez vos questions sur la pédagogie parce que c'est l'objet de la table ronde numéro 2. Catherine. Rapido. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Les MOOC, ça n'est que la face visible d'un grand iceberg qui est la révolution pédagogique dans l'enseignement supérieur. Et si je peux dire en 30 secondes, parce que je crois que c'est important, l'initiative France Université Numérique portée par la ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur, ça n'est pas de loin pas les MOOC. Même si, pour des questions de calendrier, on s'est lancé dans cette initiative de proposer une plateforme de MOOC. On est bien conscient que l'ambition de l'enseignement supérieur et de nous tous, enseignants dans les universités